Dans notre rubrique Auteur de la semaine, nous recevons aujourd'hui Julien Panouillet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici pour nous parler de votre livre en vente depuis le 1er octobre aux éditions Mélibé. Le titre 197 jours, un été en Capissa. Il s'agit d'une sorte de carnet de route que vous avez tenu au cours d'une mission de 6 mois en Afghanistan. Car en plus d'être auteur de ce livre, vous êtes caporal, tireur d'élite au 1er RCP, régiment de chasseurs parachutistes. Mais avant de revenir sur ce livre, on va commencer par le commencement. Vous êtes né en 1988 à Montélimar. Vous êtes donc drômois. Je suis né à Montélimar et je suis parti de Montélimar le jour où je me suis engagé, à l'âge de 21 ans. Oui. Puis vous partez pour une première mission. Ouais, donc je suis parti le 10 janvier 2010, je suis parti en Guyane, donc pour une durée de 4 mois. C'était dans le cadre de la mission Harpie, donc pour la traque des arpailleurs dans la forêt. Donc voilà, c'est une mission qui s'est relativement bien passée, on a fait des choses intéressantes. La jungle, on a vécu un petit peu avec des Indiens. Vous en gardez un souvenir. Un super souvenir, ouais. Et après, deuxième mission en Afghanistan. Donc on vous apprend que vous partez en Capissa, en particulier, qui est une des zones les plus dangereuses d'Afghanistan. Comment vous réagissez à ce moment-là ? Ça n'a pas été une surprise puisque je savais en arrivant à Pamiers que le régiment partait en Afghanistan en 2011. Bon, ça ne m'a pas forcément fait reculer, mais on était prévenus. En revenant de Guyane, on a commencé à faire la préparation. Donc moi j'ai enchaîné les stages d'abord de tireur de précision, puis ensuite de tireur d'élite. J'ai raccroché à la préparation à Afghanistan et donc on est parti. On était préparés et puis ça faisait longtemps qu'on savait qu'on partirait, quoi. Donc pas de surprise, mais est-ce qu'il y avait un côté de la peur ? Est-ce qu'il y avait un peu de tristesse ? On a entendu tellement de choses sur Afghanistan avant de partir qu'on savait pas trop, on n'arrivait pas trop à se faire une idée de ce que ça serait. Qu'on avait rencontré beaucoup de gens qui étaient déjà allés à des périodes différentes. Donc c'est vrai qu'on n'arrivait pas trop à se faire une idée. Après, de la peur, je sais pas, avant de partir, surtout de l'appréhension. Donc on se posait beaucoup de questions. Et plus ça se rapprochait et on se disait, nos potes ils y vont, donc pourquoi moi j'irais pas, quoi. Alors avant de revenir sur votre livre, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste le métier de tireur d'élite ? Tireur d'élite, contrairement à ce qu'on croit, on fait beaucoup de tirs pendant les stages. Et après, c'est un boulot donc on est quand même amené à travailler en autonomie. On est en petit nombre, donc on doit savoir faire le travail de plusieurs, en fait. Donc on doit être vachement complet sur ce qui est renseignement, topographie, camouflage. Donc voilà, c'est beaucoup de renseignements, de l'observation. C'est surtout de l'observation, c'est de l'attente. Il faut être patient. Et après, on va dire que le tir, ça occupe peut-être 5% du travail. Donc c'est en tant que tireur d'élite que vous partez en Afghanistan. Comment vivez-vous le départ ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit à ce moment-là ? Au moment du départ, c'est mitigé. On est soulagé parce que les au revoir avec la famille, c'est assez lourd. Content de retrouver ses collègues. Un peu l'euphorie du départ, puis on se demande forcément qu'est-ce qui nous attend ? Ouais, qu'est-ce qui nous attend ? Est-ce qu'on va revenir ? Qu'on reviendra tous, voilà. Parce que ça, c'est un moment qui est très fort quand même dans votre livre. Au tout début, vous vous faites la réflexion, est-ce que c'est la dernière fois que je porte des chaussures de ville ? Est-ce que c'est la dernière fois que je porte un jean ? Ouais, on a l'impression que à partir du moment où on est en vacances avant de partir, en fait, on sait que là, le compte à rebours est lancé. Donc à essayer de faire le tour de toute la famille, de tous les amis, c'est contre la montre, quoi. Votre livre débute au 1er mai. Dès le début, vous avez commencé à écrire ce carnet de bord ? C'est à la demande de ma famille, en fait. On avait été prévenu que là-bas, question courrier, appel téléphonique, on serait quand même pas mal surveillé, voire filtré. On voulait pas prendre de risques. Étant donné ce qui se passait là-bas, j'avais pas forcément envie de raconter à ma famille ce qu'on vivait. Je voulais pas qu'ils se fassent plus de soucis qu'ils s'en faisaient déjà. Ça a été une façon pour moi de me décharger. Au début, c'était vraiment juste pour tuer le temps, quoi, parce que je m'ennuyais quand on est resté... On est arrivé sur la base américaine, on a eu pas mal de temps mort. Donc c'était pour m'occuper et après ça s'est transformé en besoin, quoi. J'avais envie de rien oublier, j'ai écrit. Et... Donc il y a beaucoup de choses que vous abordez dans ce livre, beaucoup de thèmes. Donc on va laisser quand même quelques surprises aux auditeurs pour qu'ils puissent le lire. Mais il y a quand même quelques thèmes que je voudrais aborder, notamment le thème de la mort, puisque forcément c'est un thème qui est présent quand on travaille dans l'armée, et surtout en Afghanistan. Comment vous l'avez vécu ? Est-ce que c'était vraiment très présent ? Comment vous le gériez, cette présence de la mort ? Donc la première fois qu'on y a été confronté, je pense que ça a fait le même effet à tout le monde.
On était assez désorientés. On s'est rendu compte vraiment ce jour-là de là où on avait mis les pieds et ce qu'on risquait. Parce que c'est bien beau de le dire, il faut en avoir conscience. Ça, c'est différent. Comme j'ai écrit dans le bouquin, malheureusement, on s'habitue à tout. Il y a eu des événements qui se sont enchaînés, qui ont fait qu'on on a eu quand même beaucoup de cérémonies. Parce qu'il faut le dire, l'été 2011 est quand même l'été le plus meurtrier en Afghanistan pour les forces françaises. Ouais. Ça s'est un petit peu, pas banalisé, mais on s'habitue à tout, malheureusement. Vous viviez avec. On vivait avec, voilà. On a eu quand même beaucoup de cérémonies. Il y a beaucoup de noms qui ressortent. Ça, c'était aussi une volonté de votre part de mettre, même si les noms n'étaient pas complets, de mettre ces noms dans ce livre? Le livre, c'est pour pas qu'on oublie, pas qu'on les oublie, en fait. Il y a aussi un autre thème qui est très présent dans votre livre, c'est le manque de la famille en particulier. Les premiers mois, honnêtement, on sortait beaucoup, donc on les avait pas vus passer les 3 premiers mois. Après, on a eu la chance d'avoir une connexion Internet, donc au bout du deuxième mois, dès le deuxième mois. Donc là, on avait plus de contacts, c'était des petits échanges par mail, donc c'était un peu plus facile. Le manque de la famille, au début, on essayait d'appeler, et puis après, on appelle un petit peu moins. On se rend compte que la vie continue, et c'est un petit peu frustrant, même si on n'aurait pas voulu que ça se passe autrement. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant votre départ. C'est des anniversaires, c'est aussi un mariage. Ouais. Ça, c'est assez extraordinaire quand même, un mariage pendant que vous êtes parti. C'est ma mère qui s'est mariée. Et donc, ils voulaient faire ça en comité restreint. Et finalement, les enfants, si vous vous mariez, que je suis là, je viens. Une chose en entraînant une autre, une personne en entraînant une autre, ça fait une jolie fête, quoi. Mais une fête que vous manquez. Voilà. Malheureusement. Et ça, on le vit difficilement. Ça m'a quand même pas mal travaillé. Après, je sais que c'était pas fait intentionnellement. Bien sûr. Et que si elle avait pu attendre, c'est ma maman, donc elle aurait attendu. Donc voilà, après j'ai écrit un beau discours qui a fait pleurer tout le monde, donc c'était ma petite vengeance. Ah voilà, donc oui, il y a pas mal de choses que vous avez manquées. Comment on fait dans ces cas-là pour passer au-dessus? Est-ce qu'il y a une activité en particulier? J'ai vu que vous jouiez de la guitare. Oui. Est-ce que ça aide justement ce genre d'activité? Les trois premiers mois, on n'a pas arrêté. Par contre, les 3 mois suivants, on a dû se trouver justement des occupations, le poker, la guitare. Et à côté, donc, vous avez aussi l'écriture de ce journal, dans lequel j'ai été étonnée d'ailleurs de trouver peu de contact avec la population locale. Qu'en était-il sur le terrain? On était quand même relativement peu en contact. Donc pratiquement les seuls contacts qu'on avait avec les Afghans, c'était les interprètes. Après, suite à ce qui s'est passé, les suicides bombers, c'est tout, on se méfiait quand même pas mal. Il y avait quand même une méfiance vis-à-vis de la population. Ah oui, complètement. Il y a quand même quelques moments dans le livre où vous racontez qu'il y a des enfants qui vous font des pouces en l'air ou des petits sourires. Il y a quand même un petit peu de contact avec cette population positif. Ouais, c'était du contact visuel, surtout du signe. Donc soit ils nous montraient avec des signes qu'ils étaient contents qu'on soit là ou inversement, quoi. Ah, d'accord, Voilà. Il y avait l'inverse aussi. Ouais, voilà. Et puis c'était compliqué dans le sens où ils parlent pas anglais, ou très peu. Et on parle pas afghan, donc d'un village à un autre, c'est pas la même langue. On a appris quelques mots, mais bon, c'était assez limité. C'est des mots que nous apprennent l'armée pour les contrôler et tout. Ils entendent toujours la même chose et c'est pas forcément ça qui aide à nouer un contact voilà, avec cette population. Un autre rapport que vous avez avec l'Afghanistan, c'est avec ses paysages. Vous y faites souvent allusion. Comment décririez-vous ce pays ? C'est en Afghanistan que naît l'Himalaya déjà. Donc quand on arrive en avion, on voit la naissance de l'Himalaya. Donc c'est des grosses montagnes quand même. Et après l'Afghanistan, on y était pendant l'été. Il fait très chaud. On est arrivé à une période où il y avait beaucoup de vent, donc il y a beaucoup de poussière qui vole. En dehors de ça, c'est verdoyant. Les vallées sont verdoyantes. Là où il y a de la population, il y a beaucoup de culture. Ils irriguent leurs champs sans machine, c'est que des rigoles et ils servent des pentes pour irriguer les champs, c'était assez impressionnant. Et donc c'est une vallée qui est verdoyante au milieu de montagnes complètement stériles et c'est super joli, quoi. Et vous mettez d'ailleurs à la fin de votre livre quelques photos et vous faites également un petit lexique. Est-ce que c'est une façon de rendre accessible le monde de l'armée à tout un chacun en fait ? Avant de publier le livre, je l'ai fait lire à des personnes civiles qui m'ont surligné en gros les mots qu'elles ne comprenaient pas, et ce qui m'a permis de faire un lexique un peu plus riche pour le mettre à la portée de tout le monde. On trouve plus spécifique à l'armée, on trouve le nom des armes, et puis après les noms plus spécifiques à l'Afghanistan comme compound, qui signifie une habitation.
J'ai voulu que ça soit à la portée de tout le monde et que les gens puissent comprendre ce qu'on vit là-bas. Donc vous l'avez fait lire, vous l'avez dit, par des personnes civiles. L'armée aussi a lu ce livre? Quand je suis rentré, donc j'ai été obligé, on va dire, je me suis dit, de toute façon, sans leur accord, j'aurais forcément eu des problèmes. Après, donc je me suis tourné vers ma hiérarchie pour obtenir des autorisations et pas être inquiété. Après, j'ai écrit ça pour mes parents, pour ma famille, pour mes proches. Je voulais pas le publier au départ. Donc c'est quand même quelque chose de personnel, j'ai pas voulu faire un buzz politique. C'est juste ce qu'on a fait, donc c'est la réalité, et comment je l'ai vécu. Je porte pas de jugement, je dis juste ce que je pense et comment je l'ai vécu. Ils ont été très, très enthousiastes quant à la publication du journal. Ce qui les a intéressés aussi, c'est que donc, je suis le premier militaire du rang à écrire un livre. Et je pense que c'est ça aussi qui les a pas mal intéressés. En tout cas, on le sent bien, cette fierté, même si parfois vous vous demandez quand même ce que vous faites là. Comment on vit cette dualité d'être un petit peu dans le questionnement? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais là, mais en même temps, je fais mon boulot. Alors ça, quand j'ai fait lire le livre au-dessus, on m'a dit qu'il y avait des phrases qui choquaient un peu. Dans le sens, quand je dis, par exemple, il y a plusieurs fois où je me demande qu'est-ce qu'on fout dans ce pays de merde, ça a un petit peu choqué les autorités militaires. Et comme j'ai expliqué à mon chef de corps, ça c'est des questions que tout le monde se posait, à tout grade confondu, dans des contextes bien particuliers, après une journée assez pourrie, ou quand on perdait des potes. Donc c'est ce que j'ai expliqué à mon chef de corps, il a dit, c'est ce que je voulais entendre, ça tu le laisses. Vous parliez de la hiérarchie, il y a une jolie préface aussi qui est au début de votre livre. Donc c'est le colonel Renaud Sénéter, c'était le chef de corps du 1er régiment de chasseurs parachutistes. C'est vous qui avez demandé à ce qu'il écrive cette préface ou il l'a proposé de lui-même? Donc c'est le chef de corps suivant, le colonel Deloustal, qui lui a proposé donc d'écrire la préface et donc il a accepté avec plaisir. Elle est relativement bien écrite et donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir et en plus ça donne du poids et du sérieux au bouquin. Donc je le répète, 197 jours, un été en Capissa, qui est sorti le 1er octobre dernier aux éditions Mélibé. Merci beaucoup Julien Panouillet d'avoir été avec nous.